Bonjour à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio pour ce 374e épisode, je pense, quelque chose comme ça. Non, je rigole, je sais pas combien on en est, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les jours, enfin tous les lundis plus exactement, pour débriefer le football européen. Bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires. Bonsoir au JC 1984. Pas trop suivi le foot ce week-end, juste 2 matchs vus, mais j'ai maté tous les résumés pour donner mon analyse pointue comme chaque lundi. Bravo, bravo, ça c'est de la conscience professionnelle. Félicitations. Alors moi, je peux pas vous dire que j'ai tout vu, mais d'ailleurs je voudrais commencer par ça, mais je peux pas vous dire que j'ai tout vu, mais j'ai vu ce qui est essentiel. Je pense, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va, de quoi on va parler ce soir. Ces derniers temps, il y a beaucoup de débats, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur est-ce que vous êtes saturé de football ou pas. Est-ce que le football commence à vous désintéresser. Écoutez, en fait, moi j'ai la réponse. Effectivement, je commence à être saturé de football. Je vous en ai déjà parlé, je pense, mais c'est clair que je fais des choix drastiques de plus en plus dans ce que je regarde et ce que je regarde pas, parce que en fait, je m'aperçois que quand j'essaye de trop regarder du football, je commence déjà à ne plus pouvoir me concentrer sur un match de football en entier. Donc c'est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'avant, on avait accès peut-être à un championnat et on regardait 2-3 matchs, peut-être 2 championnats s'il y avait le championnat d'Angleterre. Maintenant, quasi chaque week-end, j'ai accès à 4 ou 5 championnats en permanence, plus la Ligue des Champions avec beaucoup plus de matchs qu'avant, plus les Ligues Europa, la Conference League, qui est une nouvelle coupe, enfin bon, qui a remplacé la C3, mais quand même. Plus, effectivement, par-dessus, on peut rajouter les nombreuses trêves internationales. Donc vous pouvez très très vite, en tous les cas pour moi, perdre de l'intérêt dans le football. Et c'est, je pense, que ce qu'a pas compris la FIFA, ce qu'a pas compris d'ailleurs non plus l'UEFA, c'est en fait, plus il y en a, moins t'es intéressé. C'est pas exponentiel en fait, et on dirait que c'est ce qui se passe pour beaucoup de monde. Donc je fais des choix drastiques. Je ne regarde que des très grands matchs ou des très bons matchs ou des matchs intéressants tactiquement ou une équipe en particulier qui est intéressante à regarder au niveau du football pendant une période, parce que des fois il y a des équipes vraiment elles jouent très très bien pendant une période. Je sais pas, on va prendre Aston Villa, ou enfin je parle pas dans ce moment, mais justement l'année dernière en fait Aston Villa c'était intéressant de les regarder. Cette année un petit peu moins quand même, il faut le dire. Donc voilà, et j'essaye de me restreindre à 4-5 matchs effectivement maximum, vraiment maximum, dans le week-end je parle, et généralement 2 par jour, pas plus. Et après, effectivement, sur des matchs que j'ai pas regardés, mais dont le résultat a un impact important sur le championnat ou la Coupe d'Europe ou un truc comme ça, je vais regarder les résumés. Et pour la Coupe d'Europe, c'est la même chose. Il y a beaucoup trop de matchs, il y a vraiment beaucoup trop de matchs là, ça commence à devenir fou. Ce qui fait que je fais un tri drastique, et généralement je regarde un match le mardi, un match le mercredi, un match le jeudi. Et encore, le jeudi, des fois, j'ai du mal à trouver un match où je me dis, ouais, ok, vas-y, Mehdi, consacre ton temps à ça. Et après, les résultats un peu intéressants, je les débrief. Mais là, en phase de poule, c'est assez compliqué. Donc voilà. Je sais pas pour vous. Alors, je vais lire les commentaires. Salut Pipovici. Bonsoir, oui, je suis assez d'accord. De plus en plus de mal à regarder tous les matchs comme avant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, parce qu'il y en a vraiment trop. Pareil, avant, je pouvais regarder 5 matchs entre le vendredi soir et le dimanche soir, comme ce week-end, et je me suis limité à 2. Ouais, je comprends. Surtout après Monza-Milan, c'était dur d'être intéressé par cette purge, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bon, alors, on va continuer, et puis après, je vous dirai un peu ma façon de trier. C'est surtout qu'il y a des matchs qui sont chiants à regarder. La Super League de l'UEFA, c'est cool. Demain, par exemple, tu as que des chocs. Oui, ça, c'est vrai. Et vu le début de Inter Venezia, j'ai vite décroché. Ouais, je veux bien le croire, en fait. C'est vrai que, bon, forcément, dans les 5 matchs que je vais regarder peut-être le week-end, ça va être, ça c'est max le week-end, ça va être bien sûr le match de Milan, ça c'est sûr, parce que c'est mon club, donc voilà. Après, j'essaye de me faire les chocs dans tous les championnats. Généralement, il y en a 1 ou 2, on va dire, par championnat, et encore. Là, on prend par exemple l'Angleterre, il n'y en avait pas vraiment hier.
Bon, il y avait un Aston Villa. Ah, ok, il y avait Manchester-Chelsea. Est-ce que c'est un vrai choc? Bon, je l'ai regardé. Hein. Mais il y avait Aston Villa-West Ham. Non, Aston Villa-Tottenham. C'était pas vraiment un choc, mais c'était un match un peu intéressant. Donc voilà. En Espagne, c'est très très rare, en fait, en vrai, hein, c'est très rare que je regarde un match, à part si c'est Betis Séville, parce que je trouve qu'ils jouent pas trop mal, Athletic Bilbao, Real et Barça. En dehors de ça, j'ai beaucoup de mal à regarder l'Espagne, mais vraiment beaucoup de mal. Hein. C'est très compliqué de regarder d'autres équipes que ces quatre-là que j'ai citées. L'Atlético, c'est inregardable, donc je suis désolé, mais j'y arrive pas en fait. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. J'ai regardé au début de saison, parce que chaque année, je leur donne une chance, en fait. Mais cette année, c'est inregardable, comme d'hab. En Italie, c'est peut-être... Et bon, alors vous allez dire encore... voilà, mais en Italie, c'est probablement le championnat où j'arrive à regarder le plus d'équipes. C'est les 7 premières, on va dire que la Fiorentina m'intéresse... En ce moment, l'Atalanta m'intéresse beaucoup, la Juve de Motta m'intéresse, le Napoli, l'Inter, le Milan, etc. Ça m'intéresse. Donc très souvent, je regarde des matchs en Serie A. Bon, parce que déjà, d'une, j'aime ça, vous le savez, mais en plus parce que je trouve qu'il y a des équipes intéressantes à voir jouer les unes contre les autres. Les deux équipes de Rome cette année, quoique la Lazio c'est pas trop mal, la Roma c'est quand même difficile cette année d'ailleurs, bon on va en parler mais voilà. Et puis en Allemagne c'est pas mal, j'aime bien regarder le RB Leipzig, en ce moment Stuttgart, voilà, parce qu'il y a Francfort, c'est pas mal, donc voilà, mais bon. Avant, je cherchais même à regarder les résumés pour avoir tous les buts, etc. Et maintenant, même ça, je le fais plus car il y en a beaucoup trop à voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, avant, je regardais tous les résultats, tous les buts. J'essayais de regarder tous les résumés de tous les matchs, de tous les championnats. Bon, bah, c'est comme ça qu'on en est à venir à discuter football sur YouTube et sur Twitch. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc voilà. L'Espagne, c'est le pire avec la Ligue 1, oui. Je suis d'accord, vraiment. Je pense sincèrement que la Ligue 1 et l'Espagne sur, on va dire, alors, la Liga sur les 4 grands championnats, c'est la pire. C'est le pire des championnats à regarder. Ok, ils ont 2 équipes super fortes, mais après le reste, c'est éclaté au sol. Et puis, regardez, hein, je parle en termes de spectacle. Hein. Après, en termes de niveau, ces derniers temps, ils nous ont pas prouvé qu'ils étaient super forts, excepté le Real. Donc voilà. Et puis, en Angleterre, ça commence à devenir vraiment très stéréotypé. Il y a très peu d'équipes qui jouent bien. Donc maintenant, tu as 3-4 équipes où tu te dis, ouais, ok, ça joue pas mal. Donc ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. En Allemagne, c'est pas mal. Hein. En Allemagne, souvent, tu as des beaux matchs. Même si le Bayern n'est pas là ou le Bayer Leverkusen n'est pas là, t'as des beaux matchs. Hein. Franchement, un Stuttgart-Francfort en ce moment, tu te régales hein, si tu regardes ça. Donc c'est c'est pas mal l'Allemagne. Je trouve que l'Allemagne et l'Italie en ce moment sont les 2 championnats les plus intéressants. Après il y a l'Angleterre, après il y a la Liga. Après, il y a la Ligue 1, parce que la Ligue 1, le problème, c'est que c'est un mono-championnat. Donc, c'est très compliqué. Il y a une seule équipe et qui joue même pas bien en ce moment. Donc, c'est compliqué. Après, oui, tu peux dire que Lille, c'est pas trop mal. Tu peux dire que, je sais pas, Lens, c'est pas trop mal. Tu peux dire que Marseille, par bribes, c'est pas trop mal. Voilà. Tu as 3 équipes un peu moyennes derrière le Paris Saint-Germain et Monaco, effectivement. Bref. Genre ce week-end Napoli-Atalanta, c'était trop bien. Ouais, c'est clair. En revanche, ils l'ont mis à 12h30, c'est malade. C'est des jobards. Donc bon, bref. Hier, je me suis farci le Nantes-OM. Autant dire, j'ai lutté pour pas dormir. Ouais, je peux te comprendre. Hein. Moi, j'ai vécu. Alors, j'ai pas dormi tellement j'étais énervé lors de Monza-Milan. Mais c'était dur à regarder, c'était ultra dur à regarder. Les équipes de Ligue 1 en Europe, ça se regarde, mais pas plus. Ouais, alors, ouais, c'est vrai qu'il faut une bonne saison. C'est OJC 84 qui disait la semaine dernière que, je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que c'est la formule qui favorise les surprises, parce qu'il n'y a qu'un seul match, c'est un one-shot. Pour l'instant, les gros ont pas compris qu'il fallait qu'ils soient prêts sur tous les matchs. Donc, ouais,
C'est vrai, je pense que c'est la formule qui favorise un petit peu les petites équipes comme le LOSC, Brest ou Monaco. Donc bah tant mieux pour les Français, ils saisissent un peu leur chance, c'est plutôt pas mal, mais en tous les cas des exploits comme battre Barcelone, taper le Real et tout depuis les années 90. Bon, ok, il y avait 2004 peut-être Monaco, tu vois. Mais sinon, depuis les années 90, on n'a jamais eu des exploits comme ça. Chaque fois que tu croises ces équipes-là, tu prends une pompe. C'est sûr. Alors, ok, Lyon dans les années 2000, dans les années 2000 aussi. Non, c'est vrai, 90-2000. 2010, en fait, ça a disparu complètement jusqu'à 2020. Et là, ça revient. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que 90-2000, les équipes françaises, non, j'exagère parce qu'effectivement, il y avait Lyon qui tapait fréquemment le Real, le Barça, des équipes comme ça. La Juve, des trucs comme ça, grâce à Juni. Donc ouais, je suis d'accord. Oui, on devait en parler justement de ça. Et moi, j'aime beaucoup cette formule. Ouais. Je comprends, ça fait beaucoup de matchs, je trouve. Et puis, il n'y a que des one-shots, ce qui fait que je manque un peu la réponse tactique. C'est un truc qui me manque. J'avoue, je me dis, tu vois, quand t'as un match aller, j'adore discuter de potentiellement ce qui va se passer au match retour. Donc voilà. Ah, entrée de Balotelli au Genoa. Bravo. Ça va être marrant. On va voir ce que ça donne. Donc oui, nous dit Pipovici. Ce qui me manque, c'est le match retour, c'est la dimension tactique de dire ils ont réussi à retourner la situation, il y a eu tel changement tactique dans l'animation, etc. Et ça a joué, quoi. Ça a marché. Donc voilà, c'est un peu le truc qui me manque parce que là, c'est one shot, tu les recroiseras plus jamais, probablement. Donc bon, on verra. On verra bien. Mais c'est pas désagréable en tous les cas comme formule parce que tu as des gros chocs inédits quasi toutes les journées de Champions. Donc voilà, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un Real Milan. Je suis très content. Je suis très content d'ailleurs de les prendre maintenant, pas de les prendre au mois de janvier. Parce qu'en ce moment, ils sont pas très bien. Nous aussi, ok. Mais au mois de janvier, on sait comment c'est le Real. Donc voilà, faut pas les prendre au mois de janvier. Bref, on a peut-être une chance demain. On sait pas. Donc voilà. Bon, commençons par l'actualité de la semaine et en particulier la Première Ligue. Voilà, je voulais juste partager, excusez-moi, pas de transition, mais je voulais juste partager un peu comment est-ce que je gère mon envie de football. Je la gère qu'avec des grands matchs et pas de football international excepté les grandes compétitions. Et puis pas de petits matchs de merde excepté les petits matchs de merde de mon équipe. Donc voilà, c'est les seuls petits matchs de merde que je tolère. Ce qui fait que ça a quand même, alors je termine avec ça a quand même des désagréments. C'est-à-dire que quand je regardais tout, comme toi, Pipovici, ou comme toi au JC 84, quand on était des fous et qu'on regardait tout, on découvrait des joueurs. On découvrait les nouvelles pépites de Dijon, de trucs chouettes, et on se disait, ah ouais, Michael Essien, par exemple, quand il est à Bastia, j'ai regardé beaucoup de matchs de Bastia, enfin quasi tous les matchs de Bastia, comme je regardais tout. Et Essien, je me dis, mais c'est quoi ce joueur? D'où il sort en fait? Et je le vois direct dès le début de saison, et je me dis, mais c'est l'espace ce joueur-là. Et bah, c'est Michael Essien derrière. Il se fait transférer à Lyon, et puis ensuite, sa carrière est stratosphérique. Donc je prends Michael Essien parce que c'est un joueur dont je me souviens et dont je discutais en fait avec mes potes à l'époque en disant mais Michael Essien, mais c'est un extraterrestre quoi. En fait, ce gars-là, il faut absolument le recruter. C'est sûr et certain que ça va devenir une star. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est des trucs. Ça, je le rate en fait. Je le rate. C'est trop en fait. J'y arrive pas. J'arrive plus à regarder un match pourri pour peut-être potentiellement me taper une pépite et me dire ah ce gars-là peut-être ce serait bien que je parie sur lui à PES mode carrière. Donc voilà. Mode comment ça s'appelait déjà? League Master. C'était une époque où la Ligue 1 était intéressante aussi et c'est depuis l'ère Qatari que la Ligue 1 a commencé à entrer dans le déclin. Ça c'est pas faux. C'est vrai que bah déjà un championnat où quand tu commences le championnat tu sais à 97% qui va gagner le championnat, bah ça a tué la Serie A. Ça a tué la Bundesliga et là ce qui s'est passé cette dernière année, même l'année précédente où c'était très très indécis entre Dortmund et le Bayern, ça les a réveillés et espérons toujours hein, que effectivement il y ait un
autre très gros investisseur en Ligue 1 pour réveiller ce championnat. Bon, bref. Reprenons sur la Première Ligue. La Première Ligue, donc, beaucoup d'enseignements ce week-end. Déjà, d'une que Liverpool, malgré mes prédictions moisies sur le fait que je suis pas très convaincu par cette équipe, a pris la possession de la Première Ligue pour l'instant, que c'est très très rare qu'il y ait Arsenal, Manchester City, Aston Villa en même temps, on va dire ces 2 dernières saisons, qui perdent. Donc voilà. Arsenal, alors bon, il s'est passé plein de choses dans cette journée de Première Ligue, et effectivement, Liverpool prend un peu le large. Manchester City montre que sans Rodri, c'est quand même plus compliqué. Arsenal montre que sans Odegaard et avec Arteta, c'est compliqué, mais ça l'a toujours été, donc c'est pas une news. Effectivement, Chelsea, Manchester United, on sent un frémissement à Manchester United, et je suis un peu déçu pour Chelsea, parce que je trouve que Chelsea, ils étaient sur un très 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 bon train, et moi j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup cet entraîneur. Voilà, j'aime beaucoup Cole Palmer. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un de talentueux, et vraiment pas. De plus en plus, je me dis, ce gars-là, il a vraiment quelque chose de plus, parce que, en fait, il joue pas avec son physique, jamais, quoi, en fait. Il est bon parce qu'il est bon, en fait. Il est techniquement très au-dessus de la moyenne, et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, il est très très fort. Et c'est vrai que, comme d'ailleurs, je voulais faire juste une petite aparté, je pars complètement dans tous les sens ce soir, je suis désolé, mais Lamine Yamal est un vrai très grand joueur. Alors vous m'avez pas attendu pour le dire, ça change pas que on avait vu quand il avait commencé, je me souviens la saison dernière, j'avais commencé à dire Lamine Yamal, le futur Messi, etc. J'avais fait des titres comme ça dans Buenos Aires Calcio, parce que je trouvais vraiment qu'il avait quelque chose de différent. C'était pas comme comment il s'appelait cet ailier là, Ansu Fati, qui était fort mais jouait beaucoup sur son physique, et dès qu'il s'est blessé, bon bah c'était dead. Donc voilà, je pense que Lamine Yamal est vraiment on est parti pour 10-15 ans de c'est relou, quoi. Donc clairement, si on n'aime pas le football espagnol, ça va être relou, ça va être très très relou. Donc voilà. Et les débuts de Ruud van Nistelrooy, c'était cool de l'entendre rentrer sur Old Trafford avec les routes. J'avais oublié. J'ai oublié comment ça faisait, c'était sympa de revivre un peu ces années 2000 à travers ça. Ça change en tous les cas de Solskjaer, il a le sourire, il a la classe, il transmet de la confiance à son équipe, ça se voit. Donc voilà. 2 équipes ont fait la bonne opération du week-end en PL. D'ailleurs, il cale un sombrero magnifique en fin de match hier, absolument. Et t'as pas vu sur la balle en hauteur, là, le petit pont contrôle orienté qui met à l'autre, je sais plus qui c'est d'ailleurs, je sais plus quel est le joueur qui prend ça. Oh là là, mais waouh. J'étais comme ça, j'ai remis en arrière, je me suis dit mais c'est pas possible, ça va trop vite. Sur un rebond en fait, il lui met un petit pont. Je sais pas, bah, bref. Il doit y avoir rouge sur cette action d'ailleurs. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Oui, absolument, je sais pas pourquoi il y a pas de VAR, je comprends pas. Tu parles de Palmer, je suppose. Effectivement. Oui, donc voilà, donc c'est vrai que en Première Ligue, il y a eu donc la prise de pouvoir de Liverpool, mais c'était limite anecdotique. Il y a eu la correction de Tottenham face à Aston Villa. Aston Villa qui avait très très bien commencé le match, et puis Tottenham s'est réveillé tout d'un coup. C'est bizarre parce qu'en fait c'est pas quand, mais presque, ça concorde avec la sortie de Hugminson. Donc c'est bizarre, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur, et probablement le meilleur joueur de Tottenham. Donc voilà, mais surtout, on va dire que les 2 choses, moi, que j'ai retenues, c'est, premièrement, combien de temps, en fait ? Combien de temps ? Moi, c'est une question que je voulais vous poser. Combien de temps on va donner à Mikel Arteta ? En gros, Mikel Arteta, il a un chèque en blanc, et on lui dit... Vas-y, tu peux dépenser plusieurs centaines de millions d'euros par saison, parce que c'est ce qu'il fait. Hein. Faut pas. Alors c'est pas autant que Manchester City, ça c'est vrai. C'est pas autant que Chelsea. Bon bah ça, parce que là c'est l'espace intersidéral. Mais c'est beaucoup plus que Liverpool, par exemple. Donc c'est quand même une question à se poser. Il a eu un temps infini. Je pense que Jürgen Klopp, au bout de la 5e année, avait plus de victoires, enfin de succès. De trophées, et que Arsenal, que Arteta à l'heure actuelle.
Et en gros, effectivement, je sais pas, je comprends pas en fait. Bon, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, Odegaard, en fait, probablement on l'a sous-estimé, son importance dans Arsenal. Alors, bon, j'ai toujours dit que c'était le playmaker d'Arsenal et que quand il s'est blessé, on allait voir que ça allait être compliqué. Je pensais pas à ce point-là quand même, parce que Arsenal s'était renforcé au fur et à mesure avec les Trossard, avec Martinelli qui prenait de l'espace. Mais c'est vrai que ce Arsenal, le milieu de terrain d'Arsenal, quand ils ont perdu Xhaka et en plus Odegaard, là on a commencé à voir, alors oui, Declan Rice fait tout ce qu'il peut, il est très très fort, hein. Franchement il est très bon, mais c'est pas un playmaker. C'est malheureusement pas un playmaker, il tire pas mal les coups francs, mais c'est pas la vista qu'a Odegaard, l'avant-dernière passe qu'a Odegaard, des fois la dernière passe qu'a Odegaard, et quand tu retires Xhaka qui était vraiment le métronome en fait, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir un milieu à 3, Odegaard, Xhaka, Declan Rice, ça ne s'est pas fait, mais je pense que ça aurait été un milieu vraiment impressionnant. Et après devant, je trouve que voilà, je sais pas, je suis pas ultra convaincu. Déjà, ils ont toujours pas leur neuf. Hein. Kai Havertz, c'est pas vraiment un neuf. Gabriel Jesus répond très rarement aux attentes. Martinelli ou Trossard à gauche, c'est toujours pas. Je trouve. En fait, Martinelli, je trouve qu'il avait fait une super saison l'année dernière. Je me suis dit, ça y est, il est parti, quoi. C'est devenu quelqu'un de constant. Là, plus du tout. Et Saka, quand il est sur le terrain, il est plutôt à son niveau, mais il brille pas, je trouve. Oui, il brille, il marque de temps en temps des buts qui sont toujours les mêmes, c'est toujours le même move qu'il fait à peu près, mais il amène difficilement, je trouve, des choses à Arsenal. Et surtout, Arteta, trust the process jusqu'à quand, en fait? Parce que pour l'instant, t'as pas gagné plus que Unai Emery ou que, je sais pas... tous les charlots qu'il y a eu depuis le départ de Wenger. Donc je sais pas, je suis vraiment déçu d'Arsenal et j'ai l'impression que cette année ils sont encore plus loin que ce qu'ils n'étaient l'année dernière où déjà ils avaient pris un éclat, l'année d'avant où ils étaient très 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 proches. Là franchement dommage. Donc voilà, je sais pas, je pense que Arteta il a terminé son cycle. Et que si on continue avec Arteta, si Arsenal continue avec Arteta, ce sera un peu comme les 10 dernières années d'Arsène Wenger, en gros. Où, oui, tu seras toujours en Ligue des Champions, ce qui est déjà pas mal, parce que Arsenal, à un moment, avait quitté complètement et lâché la rampe. Donc voilà. Mais jamais tu iras chercher un titre. Donc ça, c'est un peu la limite que je vois à Mikel Arteta. Et même pour lui, j'ai l'impression que ce serait bien qu'il tente un autre défi. Peut-être une autre taille. Je pense que là, il arrive à la fin. Il arrive à la fin, quoi. Son groupe, je pense que ça va être compliqué de l'améliorer, sachant que sa philosophie... Bon, déjà, il n'a pas les mêmes moyens que City, etc. Et, enfin, quoique, je me demande s'il les a pas, mais surtout, sa philosophie fait en sorte qu'il a du mal à recruter une méga big star, en fait. Et de se dire, le projet tourne autour de lui et c'est comme ça, quoi. Donc je sais pas, faut voir, mais je commence. Ça fait un petit moment que je déchante d'Arteta, déjà la transformation qu'il a fait d'Arsenal entre son Arsenal super ambitieux du début de son mandat, on va dire, et son Arsenal super défensif, et sur coup de pied arrêté, décisif sur coup de pied arrêté la plupart du temps, qu'il l'a fabriqué, j'avoue que j'ai du mal. Donc bon, bref. C'est un peu de la pub, c'est de la publicité mensongère, quoi. C'est un Canada Dry, le Arsenal de Arteta. Donc voilà. Edu qui va partir en plus, t'as raison, côté Arsenal, ça va encore retirer du banc. Calafiori, ils sont en train de nous le gâcher. Oui, alors j'ai quand même vu faire des beaux matchs quand il est aligné là où il doit être aligné, c'est-à-dire plutôt en défense centrale. Alors après, il le met... bon, je sais pas. Moi, je trouve que il a fait des bons matchs. Voilà. Il n'a pas fait que des bons matchs, mais il a fait des bons matchs quand même. Donc voilà. Saka, j'ai toujours trouvé le mec surcoté, dit Pipovici. Jamais je le recrute si j'ai de l'argent. Je suis pareil que toi. C'est clair, net et précis. Je recrute pas Saka si j'ai de l'argent pour... à la hauteur de ce que coûte Saka, je recrute pas Saka, ça c'est sûr. Donc c'est clair, je recrute Rodrigo 1 million de fois. Je parle de l'ailier du Real. Je
Je parle pas du milieu de City. Moi, personnellement, je suis Arsenal. Je vais chercher un Sergio Conceição. Oui, oui, c'est pas faux. Je suis d'accord. Sergio Conceição, très bon joueur avec la Juve, super et tout. A priori, ils vont le garder quand même. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que Sergio Conceição, ça doit être la tête de gondole de ton projet? Sergio Conceição, c'est un joueur de complément, je trouve. Hein, donne-moi ton avis au JC 84. Hein. C'est un joueur de complément qui vient de façon très très... Ah oui, pardon, excuse-moi, je parlais du... Je suis désolé. T'as raison, absolument. Excuse-moi. Donc je parlais du fils depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais, ouais, c'est bien, c'est vrai, c'est un bon joueur, mais peut-être pas la tête de gondole d'Arsenal. Je suis d'accord avec toi. Conceição avec cet effectif-là, il peut faire des miracles. C'est ce que je demande à Milan. Hein. Donc je suis d'accord avec toi. Désolé. Merci au JC d'arrêter mon monologue parce que ça aurait été ridicule si j'avais continué. Merci beaucoup. Donc voilà. Pipovici qui dit en plus Arsenal ils ont recruté Sterling, Saka Sterling. Tu as 2 beaux joueurs surcotés là. Oui c'est vrai. Ça Sterling, c'est tout. Hein. Le fils, on le garde, il est bien chez nous. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Vraiment, c'est vraiment un bon joueur. Mais il faut qu'il grandisse encore. Alors, je parle pas de sa taille, parce qu'il grandira plus, je pense. Mais il faut qu'il prenne de l'expérience, de la maturité, etc. Qu'il soit plus efficace. Il est feu follet, c'est un peu sa qualité. Il faut qu'il réussisse à épurer son jeu. Je pense que le jour où il épurera son jeu, il deviendra un très très bon joueur. Donc voilà. En parlant de fils, c'est le fils de Simeone qui offre la victoire à l'Atlético. Oui, je crois, effectivement, le deuxième fils, pas le premier, hein, qui est toujours d'ailleurs à Naples, mais le deuxième, le plus jeune. Donc voilà, et ouais, ça doit être un moment particulier de voir ton fils marqué. Donc voilà. Si on est sur les fils, but du fils Eto'o, j'ai vu. Ah, mais il joue où le fils Eto'o? Parce que bon, vous avez le fils Weah, vous avez le fils Conceição, vous commencez à devenir la maison des fils. Mais le fils Eto'o, il est où? J'espère pour lui, je sais pas. J'espère pour lui qu'il aura jamais rien à faire avec son père de façon professionnelle. Voilà. Parce que si un jour son père devient son manager ou je sais pas quoi, on est mal. Et le fils d'Ibra, on n'en entend plus parler. Bon, c'est normal. La série C, t'as vu Milan Futuro où ils sont? Ils sont derniers du championnat de série C, je crois. Donc oui, c'est normal. On n'en entend plus parler parce qu'ils sont pas bons. Enfin, je veux dire, c'est des jeunes qui se retrouvent dans un championnat d'hommes. C'est compliqué. Ils apprennent le métier. C'est la première saison. Donc, en fait, le truc, c'est que je pense que Milan Futuro, Juve Next Gen, etc., même si la Juve, ça fait un petit moment, mais ils vont grandir avec les années parce que il y aura pas que une nouvelle équipe. Rayo Vallecano pour le Fisto. Wow. Ah, mais il est chez Ronaldo, c'est ça? Ronaldo, je ne sais jamais si c'est Valladolid ou le Rayo Vallecano, le club de Ronaldo. Je me trompe tout le temps. Mais je sais plus. Je crois que c'est le Rayo. Hein. Bref. Et donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je disais un truc presque... Ah oui, Milan Futuro, c'est une équipe qui a besoin d'avoir au moins quelques... Valladolid, je dirais, Ronaldo. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, il joue en violet. Et ouais, il joue en violet son équipe. Et le Rayo Vallecano, c'est le Rayo, donc le rayon. Donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Milan Futuro, tout ça, tous les clubs un peu de série C, des grands clubs, ils ont besoin de quelques années parce que en gros, il faut quand même quelques joueurs qui encadrent des jeunes qui viennent d'arriver. Là, en fait, on n'a que des jeunes qui viennent d'arriver parce que c'est la première saison, qui arrivent dans un championnat d'hommes alors que l'année dernière, ils dominaient tout en Primavera. Donc c'est complexe, c'est ultra complexe parce que t'as beau être peut-être même au-dessus techniquement, ça c'est possible, mais tu prends un coup d'épaule, tu t'exploses à 16 ans. Donc, alors à quelques exceptions près, il doit y avoir 2-3 Golgoth qui résistent, mais la plupart du temps, et puis l'expérience, la maturité, le vice, etc. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, que ces jeunes-là, c'est top.
que ça marche. C'est-à-dire que ça leur fait apprendre des choses. En fait, ça les fait redescendre sur terre directement, parce que c'est clair qu'un Camarda à qui tu dis « Ah, t'as marqué 80 buts par saison pendant 4 ans, c'est incroyable, t'es le meilleur joueur du monde », et que tu bombardes en équipe 1, le petit, il peut avoir l'impression qu'il a le niveau pour l'équipe 1. Bah là, il va en série C, il voit qu'il a même pas le niveau pour la série C, et le gars se dit « Ok, il va falloir que je travaille beaucoup. » donc voilà. Rooney avait pas ce souci. Là, il était déjà physique à 16 ans quand il jouait à Everton. Ouais, mais après, il y a des gars qui sont assez exceptionnels à ce niveau-là. Rooney en faisait partie, très clairement. C'était un bloc. Hendrick aussi. Hendrick en fait partie, je pense. Alors, on verra. Peut-être un jour, il jouera, parce que Ancelotti, a priori, a pas l'air de vouloir le faire jouer. Mais en même temps, c'était un peu pareil pour Rodrigo et Vinicius. Les gens, ils sont pas contents, là. Mais Rodrigo, Vinicius, les 2 ou 3 premières saisons, il joue pas beaucoup au Real, voire même il joue pas les 2 premières saisons. Donc c'est ça, t'apprends ton métier, quoi. Et Henrik, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pas parce que t'as fait 3 bonnes perfs en championnat du Brésil. Je sais pas si vous avez regardé le championnat du Brésil récemment, mais c'est chaud. Je pense qu'il y a un bon Angers, je sais pas, Grenoble. Ça vaut certains matchs du championnat du Brésil, très clairement, excepté que c'est pas les mêmes voilà, les mêmes spectateurs, la même ambiance, mais sinon, techniquement, on n'est pas loin. Et physiquement, peut-être c'est au-dessus, Angers-Grenoble. Donc voilà. Camarda, tu le mets titu en 1, je suis sûr il se fait sa place déjà. Pas sûr. À chaque fois que je l'ai vu rentrer, je me suis jamais dit, ouais, lui, il peut faire la diff. Je pense qu'il a la vista, ça va devenir un bon numéro 9 et tout. Je sais pas si ça deviendra une star, mais j'ai pas l'impression. Il peut avoir à terme sa place dans l'équipe 1, mais honnêtement, il lui reste beaucoup de travail. Je pense que s'il continue à travailler pendant 2-3 ans, peut-être il pourra intégrer l'équipe 1. Un jour, je lui souhaite d'être titulaire avec le Milan, de là à devenir un très grand joueur. En fait, tu sais, tu vois cette sensation de... Quand un joueur commence à toucher la balle, tu te dis « Oula, là, il y a un truc bizarre ». C'est-à-dire ce gars-là, il a vraiment quelque chose de spécial. Et encore une fois, tu vois, c'est comme Cole Palmer. C'est pas des défiances physiques, c'est le contrôle de la balle, l'orientation, le placement sur le terrain, etc., etc. Que Camarda a... Je sais pas, je pense qu'il domine vraiment dans sa catégorie d'âge. Maintenant, est-ce qu'il le fera en senior ? J'ai tellement vu de joueurs, soi-disant, super forts. Absolument, tu as tout à fait raison, JC84. Yamal, tu le vois toucher la balle, tu fais oulalalala. Parce que Yamal, c'est la même chose. C'est pas son physique qui fait la diff. Il a des dribbles chaloupés, gauche-droite. Il faut d'ailleurs pas qu'il prenne de poids comme Mbappé. Ils ont pas le même style de jeu, mais en gros, tu sens que sa finesse de corps fait son jeu. Tu vois, c'est un peu comme Neymar. Neymar, quand il était très fin, c'est là où il était le meilleur. Dès qu'il a commencé à s'empâter avec l'alcool, comme Kylian Mbappé ces 2-3 dernières saisons avec l'alcool, et la musculation mixée à ça, tu sens qu'il y a un problème, quoi. Donc, ouais. Non, je sais pas pour Camarda. Je lui souhaite, quand il a marqué son but là en Ligue des Champions, j'étais comme un ouf, très, très clairement. Un petit jeune du centre de formation qui rentre parce qu'on a 12 blessés, parce que Abraham est un verre en cristal. Donc voilà, j'étais trop content. Moi, j'étais dégoûté pour lui qu'il soit annulé. Et après, je me suis dit, c'est pas mal en fait. Faut pas trop qu'il prenne la grosse tête trop vite. Faut qu'il bosse en fait. Il doit bosser au moins encore 3 ans, énormément, quoi, pour penser intégrer une équipe 1 du niveau du Milan, quoi. Donc voilà. Il a une finition incroyable. Mais pour l'instant, en fait, avec la 1, il touche jamais un ballon. Donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de positionnement, d'appel, de physique. Je sais pas où est le problème. Même technique. Quand il a la balle, il en fait pas grand-chose. C'est pas fou. Après, oui, probablement, c'est un très bon neuf quand il est face aux cages. Le problème, c'est quand tu es en Serie A ou en PL ou en Bundesliga. Bon, en Bundesliga, c'est un peu particulier, mais on va dire en PL, en Liga et en Serie A. C'est dur de se retrouver tout seul face au goal. En fait, c'est difficile. Donc, arriver là, déjà, c'est difficile. Après, c'est bien si tu as une bonne finition, mais le problème, c'est tout le travail que tu as à faire pour y arriver, là, en fait. Donc voilà. Même nous, à la Juve, on en fait trop sur Yildiz, je trouve. Et je me mets dedans, il a des fulgurances, mais sur la durée, c'est pas ouf.
Ah, merci beaucoup JC84. La semaine dernière, je te disais qu'il dit c'était très bien, mais que pour l'instant, il n'était pas encore régulier. Je suis d'accord. Il dit c'est très bien, mais pour l'instant, il m'a pas montré que il allait. Pour l'instant, c'est un. Alors, je vais comparer, mais je vais comparer ce qui est comparable. C'est un Leao en moins bien. C'est-à-dire que Leao, oui, probablement, il a le potentiel sur 3 minutes d'être le meilleur joueur du monde. Léo. Le problème, c'est que c'est 3 minutes. 3 minutes et ensuite, tu vas traverser 6 matchs pathétiques où tu te demandes ce qu'il fout là. Et puis tout d'un coup, bam, 3 minutes, ça y est, c'est bon. Tu te dis, on a retrouvé Ronaldinho mixé avec Ronaldo, en fait. Et puis ensuite, pac, terminé. 7 matchs, tu le vois plus, il défend plus. Bref, c'est... Et ils disent, il n'en est pas là parce qu'il n'arrive pas à être le meilleur joueur du monde et ensuite disparaître. Il est bon, et puis ensuite, tout d'un coup, des fois, dans certains matchs, tu te dis, bon, bah, ok, c'est pas terrible, quoi. Il a pas non plus une vision du jeu de ouf. Des fois, il fait des différences, c'est vrai. Il me fait penser un peu à ce joueur lillois, là. Comment il s'appelle Zegrova. Ils disent, franchement, c'est pour l'instant le niveau de Zegrova. Voilà. Et c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est Zegrova. c'est pas tu vois. Donc voilà, j'ai l'impression Yildiz et Zegrova, je sais pas pourquoi, mais ils me font penser, les deux joueurs, ils me font penser à ça. Et des fois voilà. C'est là que Vinicius est monstrueux, il est régulier depuis pas mal d'années. Ouais, je suis d'accord. Alors que quand même au début, c'était on en parlait ensemble dans la 93e, puis ensuite dans Buonasera Calcio. C'était catastrophique. Tous ses choix étaient mauvais. Et le mec a travaillé. Et maintenant, quasi tous ses choix sont bons. Et il lâche rien, quoi. Ça a beau être à la veste, le mec, il est à 1000% tout le temps, quoi. C'est hallucinant. C'est ce que Leao n'a pas, en fait. Cette grinta de fou, il l'a pas, en fait. Elle n'existe pas chez lui. Alors que, potentiellement, Leao, je pense même limite qu'il est meilleur que Vinicius. Vraiment, et je le pense sincèrement. En disant ça, vraiment, le potentiel de Leao, c'est mieux que Vinicius. Techniquement, ça va plus vite. Physiquement, c'est plus fort. Bref. Et pourtant, ça donne ça. Leao, que tu regardes tous les week-ends, que tu as envie d'insulter comme jamais tu as envie d'insulter un joueur. Hein. Bon, moi, je te parle de moi, parce que c'est un joueur à moi que je vois gâcher son potentiel et perdre sa vie, là. Tu sais pas pourquoi, en fait. Tu te dis, mais en fait... T'as l'opportunité de ta vie de jouer au Milan, d'être fort au football, de jouer la Ligue des Champions, et tu fais ça. Mais c'est quoi ça, en fait? Bref, je comprends pas. Vinicius, il part de loin, même si techniquement, il était exceptionnel. Ouais, c'est clair. Bah, techniquement, il était super fort. En revanche, il avait un QI football de moins 540. Donc, voilà. Léo, on n'est pas loin non plus d'ailleurs. Bon bref, on va arrêter de parler de Léo, mais j'ai essayé de comparer. Moi par contre, Hernandez, je commence à saturer là. Ouais, bon, les deux, hein. Honnêtement, c'est bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin du cycle pour eux deux. Ce serait bien qu'ils nous rapportent beaucoup d'argent, qu'ils se barrent et qu'on puisse recruter des grands joueurs. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit ça la stratégie de Cardinal. Donc on verra bien. Donc, et le deuxième enseignement, parce que donc il est 20h43, on n'en est toujours pas sorti de la première ligue. En revanche, on a parlé de beaucoup de choses. Mais effectivement, le deuxième enseignement de la journée, c'est ce frémissement à Manchester United. Je ne sais pas si Ruben Amorim va vraiment le convertir, mais Ruud van Nistelrooy a réussi à extraire un peu quelque chose de ce groupe complètement moribond. Et puis, Ruben Amorim est un super joueur, un super entraîneur vraiment qui fait un travail incroyable avec le Sporting. Je pense que effectivement, j'ai vu des mèmes sur Twitter qui disaient, qui singeaient, on va dire les supporters de Benfica et de Porto qui dansaient en apprenant que Ruben Amorim était parti parce que le Sporting leur en faisait voir de toutes les couleurs depuis 2-3 saisons. Donc oui, ils vont tous être contents parce que Ruben Amorim a fait un travail extraordinaire avec le Sporting. Il l'a remis sur la carte du football portugais. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Donc voilà, chapeau. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec Manchester parce que s'il redresse vraiment Manchester, c'est peut-être le Special 2. Hein. Finalement, tu vois, le Special 1 qui est arrivé à Chelsea et qui a fait de Chelsea un très grand club et le Special 2 qui va peut-être faire renaître de ses cendres Manchester United. Je pense que en tous les cas, j'aimerais bien voir ça, quoi. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça commence bientôt, en plus, dans 3 matchs.
C'est Ruben Amorim sur le banc pendant la 24e trêve internationale du mois de novembre. Donc voilà. Un petit tour par la Serie A. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un énorme match, on en parlait en introduction. Napoli-Atalanta, tout le monde attendait ça en se disant le Napoli a mis une correction au Milan. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Atalanta ? Vont-ils définitivement marquer le coup sur je prends le pouvoir et je vais gagner le titre ? En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est l'Atalanta qui prend date, je pense, avec le Scudetto. Moi, voilà ce que j'en pense. En fait, ils ont gagné une Coupe d'Europe l'année dernière, ce qui est hallucinant. Enfin, je sais pas, mais c'est l'Atalanta, quoi. L'Atalanta, c'est un petit club d'Italie et à force de se construire pièce par pièce, il y a des saisons où ils sont passés à travers, mais il a toujours eu du temps, Gasperini. Chaque saison, ils ont investi, ils ont toujours investi, mais jamais de façon inconsidérée. Chaque saison. Et de plus en plus, ils investissent. D'ailleurs, vous voyez, leurs transferts, ils sont de plus en plus gros. Prenons par exemple De Ketelaere, c'est quand même un club qui est capable d'investir 25 millions dans un joueur. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous Manchester City et le Paris Saint-Germain. Donc, 25 millions dans un joueur en Ligue 1, à part le Paris Saint-Germain, il n'y a quasi aucun club qui peut faire un transfert comme ça, par exemple. En Bundesliga, c'est très rare, excepté le Bayern et Dortmund de temps en temps. Très rare qu'il y ait des clubs qui investissent 25 millions dans un joueur. Pareil, en Liga, alors là, j'en parle même pas, sortie du Real et du Barça, tous là, ils payent avec des piécettes orange. Donc voilà. Et en Serie A, c'est la même chose. Il y a peu de clubs, l'Inter, par exemple, ne fait jamais de transfert à 25 millions, vu que l'Inter ne recrute que des paramètres zéro. Donc déjà, 25 millions, ils peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent pour, ils sont surendettés, l'Inter, donc ils peuvent pas, ils font que des paramètres zéro. La Juve peut le faire, effectivement, mais ces derniers temps, le fait de moins en moins parce qu'ils sont vraiment dans le rouge. Le Milan peut le faire. C'est un club qui fréquemment investit 25 millions, mais ne dépasse pas ça. C'est la limite du Milan, en gros 20-25 millions. C'est le maximum que le Milan s'autorise à mettre sur un joueur. Allez, ça peut être 30, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis 30. Donc voilà, là maintenant c'est plutôt 25. Et sinon, après il y a la Roma qui ont craqué un peu une fois ou deux, mais tu vois que c'est pas leur modèle économique. Donc voilà. Donc c'est vraiment bien ce qu'ils font. C'est excellent ce qu'ils font. Et j'ai l'impression que cette saison c'est la bonne en fait. C'est la bonne saison. Parce que finalement, en fait, ils ont personne qui peuvent craindre. Milan est complètement à côté. Les deux clubs de Rome sont pas suffisamment solides. L'Inter a des trous tout le temps. Encore hier contre Venise, ils auraient dû pas perdre, mais en tous les cas, je pense qu'un match nul aurait été le score plutôt logique. Et c'est pas la première fois qu'ils se trouvent contre des petites équipes. Ils ont fait 2-2 contre Monza, par exemple, etc. Donc ils enchaînent des résultats bizarres contre des petites équipes. L'Atalanta a eu un début de saison très compliqué. En même temps, ils ont perdu leur meilleur milieu de terrain. Ils ont perdu leur attaquant sur blessure, Scamacca, et ils ont perdu Koop Meiners. Donc c'est compliqué de se reconstruire. Mais alors, quand ils sont repartis. Ils mettent des roustes à tout le monde. En Ligue des Champions ou pas, c'est pareil. Bonjour, venez par là, on vous met des roustes. Donc franchement, chapeau. Et je pense que ça ferait du bien au football italien si l'Atalanta gagnait, parce que ça serait encore un modèle pérenne qui gagnerait un petit peu comme celui du Milan en 2022, un petit peu comme celui du Napoli aussi. Il y a que celui de l'Inter qui est encore un peu toxique, parce que surendetté, et tu sais pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont surendettés pour de vrai, l'Inter. Donc voilà. Mais sinon, dans le championnat d'Italie, ça commence à se... Et même la Juve est en train d'assainir complètement ses finances. Donc j'espère que ça va donner des idées au club italien. Donc voilà. L'Atalanta, il ne me tarde pas de les rencontrer, c'est clair. Comme disait Guardiola, l'Atalanta, quand tu rencontres l'Atalanta, c'est comme quand tu vas chez le dentiste. Tu peux t'en sortir pas mal, mais tu sais que tu vas avoir mal. Donc, voilà. Au JC 84, Retegui, beaucoup en Italie se sont moqués en disant on doit aller chercher un Argentin pour prendre un neuf, il doit faire taire beaucoup de monde vu ses performances. Bon, c'est un miracle ce qui arrive à Retegui. Il devait pas être titulaire, il devait quasi pas jouer cette saison. C'était Scamacca qui devait être titulaire tout le temps. Donc là, c'est vraiment tout se goupille parfaitement. On verra s'il est en surchauffe ou si c'est une très bonne, parce que le nombre de joueurs que tu as vu en surchauffe. En fait, Retegui, il a rien de spécial. Et pourtant, il marque beaucoup de buts là. Donc, honnêtement,
Techniquement, il n'est pas exceptionnel. Physiquement, il n'est pas exceptionnel. Sa vision du jeu, elle n'est pas exceptionnelle. Son placement, c'est pas fou. Là, pour l'instant, tu as l'impression que tout marche. C'est un peu comme Bellingham l'année dernière. Tu as l'impression tout le monde découvrait un buteur. C'est pas un buteur, Bellingham. Là, on en est à 10 matchs, 0 but. Allez, bisous. Et c'est comme ça depuis le début de sa carrière. Il a fait une saison où il marque des buts dans tous les sens. Et ben voilà, c'est tout. Retegui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un buteur, soit, mais c'est pas un buteur de ce niveau-là. Donc je sais pas. Je verrai. Je verrai si c'est juste une surchauffe ou si c'est... Voilà. Retegui, machine. Il joue à peine dans ce match et il claque. Je suis content pour lui. J'ai toujours adoré ce mec. Première fois que je l'ai vu en Italie, j'ai eu un gros coup de cœur et il confirme l'Italie en a grandement besoin. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça on est d'accord. La Lazio commence à être vraiment pas mal aussi. Je m'en méfie de cette équipe pour le classement et la suite. Oui, c'est vrai, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est toujours un peu... Tu sais pas trop, en fait. Tu vois, c'est toujours un peu en dents de scie, la Lazio. Donc, oui, des fois, ils font des bons matchs, mais c'est pas la première fois. Hein. Franchement, il y a 2-3 saisons, ils avaient une excellente équipe. Ils ont même terminé 2e du championnat, je crois, il y a 2 saisons. Et devant nous. Donc voilà, mais ça va jamais plus loin et je pense que ça n'a pas trop le truc, le niveau pour aller chercher le championnat. En revanche, l'Atalanta, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent battre tout le monde en fait. Donc cette Juve qui tâtonne un peu, qui est bonne mais qui tâtonne un peu, cet Inter qui est fort mais qui de temps en temps s'oublie, Milan qui est à côté de ses pompes complets, les deux clubs romains, allez bisous, c'est gentil d'être venu, même si la Lazio est un petit peu au-dessus de la AS Roma. La Fiorentina, c'est la Fiorentina, c'est l'amour, c'est le romantisme, mais c'est pas le titre. Voilà, et qu'est-ce qu'on a encore ? Bah l'Atalanta. Voilà, c'est pas mal déjà. donc voilà, bref. En tous les cas, en Serie A, c'est ça qui s'est passé. Monza Milan, je sais pas comment on n'a pas pris un but de Maldini. C'était un miracle, honnêtement. Le petit, il a fait tout ce qu'il pouvait pour marquer. Ou alors, peut-être c'est des actes manqués, je sais pas, mais en tous les cas, on l'a pas pris et je sais pas comment ça s'est fait. Hein. c'est un miracle. Ça reste une équipe agréable à regarder, l'une des mieux du championnat avec l'Atalanta. La Lazio, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, absolument. Ouais. Et la Fio aussi, d'ailleurs. Les deux sont très agréables à regarder. Très sympa de regarder un match de la Fiorentina. Donc voilà. Voilà un petit peu pour la Serie A. Je pense que Milan, ça va être même compliqué d'être dans la zone Ligue des Champions. À moins qu'il vire l'entraîneur très rapidement et qu'on puisse enfin enchaîner sur quelque chose. Mais les matchs que tu vois, plus tu vois les matchs, plus tu te dis, bon, bah, Fonseca, il n'est pas du tout l'homme de la situation. Le fait qu'il se brouille absolument totalement avec Leao, c'est compliqué parce que ce qu'on attend d'un coach quand il arrive, c'est que ton meilleur joueur, au lieu de le blacklister, tu le transformes. Tu arrives à le transcender, à lui donner des raisons d'aller chercher plus que ce qu'il a comme, je sais pas, Ancelotti ou Zidane a pu faire avec Vinicius, par exemple. Donc voilà, donc c'est... Ouais, moi je suis déçu de Fonseca. Bon, j'étais déjà pas content qu'il soit recruté, mais je suis déçu de Fonseca parce que son espèce d'attitude de ouais, je suis super ouvert et tout, mais en même temps avec Léao, je le mets sur le banc et c'est comme ça, je pense qu'il va se réveiller. Ouais, j'ai pas l'impression. Hein. Donc voilà, donc c'est le meilleur asset financier du club. T'es en train d'en faire rien, que dalle. Je crois que la semaine dernière, il était évalué à 40 millions d'euros. Il y a 2 ans, il était à 175 millions d'euros. Donc, tu es en train de saborder le capital du club. Je sais pas, moi je comprends pas, il faut vite le virer, j'ai prié, limite en fait je sais plus quoi penser quand je regarde un match du Milan, j'ai envie qu'ils perdent pour que Fonseca dégage, et en même temps j'arrive pas à me résoudre de penser d'imaginer que Milan perde. Donc on est en train de vivoter comme ça, là t'as l'impression d'avoir Gianpaolo sur le banc, et encore même Gianpaolo limite il était mieux. Enfin bref, c'est compliqué et je pense que ça va être très préjudiciable pour le Milan et le classement du Milan, et ça va être vraiment très complexe d'accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense. Honnêtement, hein. Alors je parle même pas du titre, voilà. Alors oui, potentiellement on est à 5 points du Napoli maintenant. C'est vrai, parce que si on gagne notre match contre Bologne, ce qui va être compliqué je pense, bah oui, potentiellement on est à 5 points du titre. Bon. Ouais, enfin du titre, pardon, de la première place. Donc voilà, mais bon. L'Inter a fait exprès, je pense, pour nous tuer. Pourquoi on a gagné le derby ? T'as raison, je suis d'accord avec toi. La Fio, je préférerais avec Italiano, mais Palladino est quand même un excellent remplaçant. Palladino, c'est un beau coach italien, franchement. Après, les coachs italiens, quoi, hein, franchement, voilà. Après, Nesta, je le kiffe, hein. Je le kiffe, voilà, même si c'est un Ladialé, je le kiffe de ouf, mais bon, c'est quand même pas le coach du millénaire, hein.
C'est pas... il y a peu de coachs, il y a même pas, excepté Mota, il y a peu de coachs bons de la génération 2006. Hein. C'est même assez catastrophique. Hein. Pourtant, ils sont tous devenus coachs, hein, quasi. Enfin, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Les gars sont quand même tous des pompes à vélo de l'intersidéral. Hein. Peut-être il y a un problème. Hein. Il y en a un qui a raté. Enfin, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a un truc qui a raté, en tous les cas. Limite notre génération 2006 française, eh ben, ils ont des meilleurs coachs. Honnêtement, si tu regardes entre Deschamps... Ah bah non, Deschamps, il n'y était pas, mais on va dire Vieira, qui était encore là. Bon, c'est pas génial, mais c'est mieux que Nesta, c'est mieux qu'Inzaghi, c'est mieux que Gattuso, je préfère encore Vieira. Zidane, bon, ouais, je pense que voilà, il éteint tous les débats. Même Willy Sagnol, hein, ce qu'il fait avec l'Air Georgie, c'est complètement dingo. Donc non, franchement, je pense que ouais. Ça parle d'un retour de Cannavaro et Pirlo sur les bancs. Ouais, bon, allez, on y va. Pirlo, je me délecte de voir sa gueule sur un banc et qu'il soit nul. À chaque fois que je le vois, ça me fait kiffer quand ces équipes, c'est des merdes intersidérales. J'adore, en fait. Il est en train de payer l'addition de ce qu'il a dit de la Juve et du Milan. Voilà, il sait tout. Terminé. Il n'a pas compris qui il était et comment il était devenu grâce à quel club. C'est pas grave. T'as pas compris? Karma. C'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Bref. Totti sur le terrain. Ouais, retour de Totti, ça me ferait marrer à 50 ans. Mais j'ai peur que ce soit pathétique. Mais bon, on verra. On verra. Mais a priori, il parlait de Venise et de... Ouais, je sais plus. D'ailleurs, petit Maldini m'a fait peur ce week-end. Ah ouais, mais ça même plus, il m'a fait peur. C'est entre son poteau, ses trucs et tout, c'était la guerre. Après, bon, je sais pas s'il reviendra à Milan. Il y a une option d'achat pour Milan, bien sûr, plus 50% sur la revente éventuelle à l'étranger ou en Italie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une bonne affaire pour Milan, en fait. Mais bon, Maldini, à Monza, il surnage parce que c'est Monza, parce qu'ils sont 17e du championnat, parce que, bon, voilà. Mais c'est quand même pas ouf. Donc voilà. Mais bon, l'Inter est dessus, mais oui, mais il a rien à foutre à l'Inter, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Maldini jouer, tu te dis pas, ah ouais, ce gars-là, il peut aller dans un top club italien. Enfin, ou alors, je sais pas, je connais pas le football, mais je l'adore, ce petit, je l'ai vu comme ça, moi, sur les terrains, en train de fêter les titres avec son père. Mais ça change pas qu'il a pas le niveau, en fait. Il a pas le niveau des grands clubs. En milieu offensif, il a pas le niveau. Donc je sais pas, après, je sais pas si tu peux le recycler dans un rôle de milieu relayeur ou de milieu défensif, limite. Mais l'Inter, jamais ils achètent Maldini, c'est juste histoire de faire du buzz dans la Gazzetta dello Sport. Il y a Maldini qui s'y va foutre là-bas. Déjà, Fratesi, il joue pas. Fratesi, il a 2 Maldini dans chaque jambe. Donc c'est pas pour mettre un Maldini. C'est juste... Ou alors ce serait... juste pour nous emmerder, c'est possible, hein. Ça c'est très possible. Mais je pense que même son père, je crois, il lui dit, t'y vas pas, t'as pas le droit en fait. L'Inter, c'est interdit, je pense. Honnêtement, hein, même s'il est en embrouille avec le Milan, je vois mal la famille de Maldini dire à leur fils, ouais, t'as raison, signe à l'Inter. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu signes où tu veux, mais pas à l'Inter. Et encore, même le club italien dans lequel il a signé, c'est Milan. C'est Galliani et c'est Berlusconi. Donc, tu vois, il n'a même pas signé dans un autre club. Et encore, il a été pris parce que c'est Galliani. Hein. Parce que si il n'y a pas de relation Galliani-Maldini, Daniele Maldini, il termine son contrat chez nous et il fait rien du tout. Donc, je veux dire, il fait que dalle, il joue pas et merci, c'est gentil. Parce que saison à la Spezia, c'est une blague. Bref, il y a plein de trucs. Hein. C'est pas, non, franchement, non, il est pas. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on en fait un buzz et pourquoi est-ce qu'il a été sélectionné en équipe d'Italie. C'est parce que les milieux offensifs italiens sont catastrophiques. Mais il a rien à faire là, ni en équipe d'Italie, ni dans un grand club. Alors excusez-moi, hein, on en reparlera peut-être dans 5 ans et je vous dirai, bah, je suis désolé, je suis un con, j'ai pas compris. Mais je pense pas. Donc voilà. D'ailleurs, le but refusé d'entrée, on a de la chance car l'arbitre, il a été vraiment nul encore sur ce match, absolument. Après, oui, refusé, bon, c'était quand même léger le contact, hein, mais bon, écoute, des fois ça tourne dans ton sens. Hein, franchement, l'expulsion de Reinders, tu peux te demander pourquoi elle existe. Donc voilà, ok. Bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, c'est un peu tout. Les news fraîches, qu'est-ce qu'on a comme news fraîches? Vous avez des trucs, vous? Parce que moi, j'ai pas grand-chose. Oui, il y avait Totti qui voulait revenir. Il y avait Balotelli qui a joué. Il a toujours pas marqué, je suppose, hein, vous qui regardez Genoa. Rodrigo à City, j'ai vu. Ah bah, ce serait pas mal. Il y a un regroupement familial de Rodrigo à City, ce serait bien. Effectivement, ce serait plutôt pas mal. Donc, ouais. Gyökeres au Barça. Gyökeres. Pourquoi est-ce que des grands clubs comme Milan, Paris ou des trucs comme ça, enfin, ou en tous les cas, soit des grands clubs, soit des clubs avec des moyens, recrutent pas ce joueur-là? Je comprends pas en fait. Mais Gyökeres au Barça, ils ont jamais les moyens, le Barça. Hein. Et puis t'as Lewandowski. Pourquoi est-ce que tu veux prendre Gyökeres? Alors ok, l'année prochaine, je sais pas, peut-être dans 2 ans, mais jamais il attendra 2 ans. Et Lewandowski, je veux dire, ça va, hein, il fait quand même une saison, une saison de l'espace. Donc voilà, moi, j'y crois pas trop. Mais bon, bref. Ils ont pas les moyens, en fait. Gyökeres, tu sais, les clubs portugais, ils te demandent des transferts de l'espace. Hein. De toute façon, quand tu es dans un club portugais, tu termines dans un club anglais. Tu peux pas, c'est quasi impossible de passer, si tu es vraiment fort, quasi impossible de passer dans un club italien ou allemand, sauf le Bayern. Sinon, tu passes direct dans un club allemand anglais parce qu'il y a qu'eux qui ont les moyens. Donc, je pense que ça va être un transfert à 80 ou 100 millions. Donc, le Barça, 80 ou 100 millions, bien. Pour ça, il faudrait qu'ils vendent la moitié de la tribune est du Camp Nou. Hein, parce que là, ils n'ont plus que ça qui leur reste. Donc, voilà. Richie, Milan dessus, j'ai vu aussi pour la fin de saison. Alors, je ne commande plus les rumeurs de Milan parce qu'en fait, le gros problème, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais toutes les rumeurs de Milan n'aboutissent jamais. Ça n'aboutit jamais. C'est toujours... Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est jamais prioritaire, on n'a jamais les moyens de se payer notre choix A. En fait, jamais. Ça n'existe pas. En gros, ils arrivent, ils disent, nous, on a 18 millions pour Richie. Si le club en face te dit, Richie, c'est 20 millions, Milan, ils font quoi? Ils y font, désolé, pardon, excusez-moi, hop là. Et ils vont ailleurs pour acheter un autre joueur à 18 millions. Parce qu'ils ont 18 millions, ils ont 18 millions. Et ils ont 18 millions. Ils n'auront pas 19, ils n'auront pas 18,5, ils n'auront pas 20,2, que dalle. Ils ont 18. Donc, c'est... En fait, je sais même pas... Enfin, si, je pense qu'en fait, ils ont des options A pour pouvoir acheter l'option C, en fait. En gros. C'est en gros... je sais pas. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'ils disent, bah voilà, j'ai 18 millions pour l'option A, et puis comme ça leur donne un peu d'argent pour l'option C. Donc, je sais pas. Surtout Torino qui demande toujours vraiment trop. Bah oui, les clubs italiens, Torino, dès que tu leur demandes un joueur, c'est 70 millions. Bah Belotti, voilà, comme tu disais. Belotti, 70 millions. 70 millions Belotti. Belotti, mais Belotti, quoi. Le gars, il a réussi à pas marquer pendant 3 ans d'affilée. C'est un numéro 9. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Mais Belotti, ok, il donne son corps à la science, il a une tête marrante, tout ça. Tout ce que tu veux, il ressemble à un coq. Ouais, ok, d'accord. Ça change pas que c'est Belotti. Il est pas bon. C'est pas un bon numéro 9. On le saurait, hein. L'Italie serait allée en Coupe du Monde hein, si c'était un bon numéro 9. Je te le dis. Ça ferait pas 12 ans d'affilée que l'Italie n'est pas en Coupe du Monde. Hein. donc voilà, vraiment, bref. Belotti, 70 millions. Voilà. Le mec, bah voilà. Belotti, il a eu une saison. Alors, j'espère pas pour Retegui, mais Belotti, il a eu une saison comme Retegui. Hein. La même. C'est-à-dire, dès qu'il rentrait et touchait un ballon, lucarne. Hop là, ficelle, tout le temps. Résultat, bah, Belotti. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait une bonne carrière, Belotti? Je sais pas. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à le recruter? Alors, c'est vrai, il donne son corps à la science. Il défend et tout. Il fait un pressing de ouf. Souvent pas efficace parce qu'il court comme un dégingandé. Mais bon, bref. C'est Belotti. Il a réussi à nous louper son tir au but en finale de l'Euro. Ouais. Non, mais de toute façon, voilà. Tu vois bien, de toute façon, sa démarche et tout. Tu vois bien que la technique, c'est pas un truc qu'il maîtrise. Hein. donc, voilà. Bref. Bah écoutez, je pense que ce sera tout. On va terminer sur le Il Gallo. Ça va nous faire marrer pour aller se coucher. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été vraiment très très cool de discuter avec vous. Ce soir, on a passé plein de sujets en revue. On a une super semaine. On va quand même se faire un petit peu le programme de la semaine, mais on a une super semaine de football à venir. Donc bah déjà, ça commence bien sûr demain avec la Ligue des Champions et un
stratosphérique Real Madrid AC Milan, un très très intéressant Liverpool Bayer Leverkusen, donc il va falloir avoir beaucoup d'yeux pour regarder en même temps. Après, dans la soirée, je pense que c'est à peu près tout. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a? Le mercredi, on a un... Ouais, c'est pas... Ah, Inter-Arsenal, ouais, oui, Inter-Arsenal, pas mal, vraiment, vraiment sympa, ça peut être vraiment intéressant. Et enfin... jeudi, je sais pas trop, c'est trop compliqué, il y a trop de matchs, ça va être très compliqué de trouver un match un petit peu intéressant. Ah, Lazio FC Porto, ça peut être intéressant ça. Et puis le week-end de football, Liverpool Aston Villa qui peut être sympa, Brighton Manchester City aussi qui peut être surprenant. En Espagne, il n'y a pas grand-chose de foufou, honnêtement. En Allemagne, en tous les cas, le samedi, c'est pareil, c'est pas foufou. En Italie, il y a le derby de la Mollet, pardon. Donc, pas de la Moula, mais de la Mollet. Le derby de Turin entre la Juve et le Torino. Donc pas mal. Un Cagliari-Milan de tous les dangers. Hein, je vous l'annonce tout de suite. Ça va être terrifiant. Qu'est-ce qu'il y a encore? En plus, franchement, Torino très solide cette année, donc ça peut être pas mal. Un Chelsea-Arsenal, le 4e contre le 5e, parce que Arsenal est passé 5e derrière Chelsea, donc très très cool le dimanche à 17h30, ça c'est bien. Ouais. Ça aurait pu être un beau match, Real Sociedad FC Barcelone, mais la Sociedad ils sont tellement loin cette année que c'est pas très intéressant. Stuttgart Francfort, je vous conseille 17h30 dimanche. Franchement, bon, le problème c'est que il y a Arsenal Chelsea à la même heure. Donc bon. Qu'est-ce qu'on a après en Italie? Inter-Naples. Bam, 20h45, tu termines ton week-end de foot comme ça. Inter-Naples, très très bien. Le premier contre le deuxième. C'est ça qu'on veut voir. Je prie pour un match nul. Forcément. Donc voilà. Moi, je prie pour un match nul et une victoire du Milan et après, on est tranquille. Donc voilà. Bon, franchement, il va y avoir un bon débrief la semaine prochaine parce qu'il y a des très très bons matchs. Je vais peut-être regarder un petit peu plus de matchs que prévu. Donc voilà. Lille-Juve mardi aussi. Ouais. PSG Atlético et Lille-Juve pour moi cette semaine. Ah ouais? Eh ben, dis donc, au JC, t'aimes te faire mal, hein, quand même. Bon, Lille-Juve, je comprends. Franchement, ça peut même être un bon match. Mais PSG Atlético, ça va piquer tes yeux, hein, franchement, hein, je pense. Enfin bon, après, fais comme tu veux. Lille, le tueur des Madrid, grave. Sporting City aussi. Oui, Sporting City, c'est vrai, pas mal, c'est vrai. En plus, c'est un des derniers matchs de Amorim, donc voilà. City pas en grande forme, ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Exact, c'est vrai, City, ça peut être bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Vivement la semaine prochaine qu'on commente tous ces matchs, la roustade du Real contre le Milan, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de très beaux matchs à commenter la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, ciao ragazzi, et puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.